alimentation et changement climatique à l'ère de la COP22. Nous aurons avec nous au studio Slim Qbaj, coordonnateur du réseau Environnement Santé Alimentation. Bienvenue. Merci, c'est un plaisir d'être avec vous. Alors juste une petite présentation, Slim Qbaj, pour inviter tous les auditeurs à faire partie de cette émission, à participer avec nous. Écoutez, on a l'impression que les changements climatiques, c'est quelque chose qui est loin de nous. Alors parce que le ciel est loin, parce que la météorologie, parce que le climat et les changements dont nous parlons ont l'air de venir de très loin. En fait, c'est pas le cas. Quand un consommateur mange quelque chose, il participe plus ou moins au changement climatique. Donc c'est une dialectique qui est compliquée à comprendre, mais qui en bout de course nous interpelle tous. Très bien. Alors, quels sont les axes que nous allons traiter à partir de 11h15 ? Écoutez, il y a deux choses. Il y a qu'est-ce que nous faisons pour augmenter le changement climatique, les gaz à effet de serre, et on en parlera. Mais qu'est-ce que les changements climatiques font à nous ? Les répercussions. Les répercussions. Donc c'est un cycle qui est assez complexe, et qu'est-ce qu'on avec va des faire ? va-et-vient. Eh bien, déjà bien s'alimenter en pensant au changement climatique, et on verra comment. Très bien. Réel et mesurable. À mesure que le changement climatique évolue, l'alimentation et l'agriculture doivent aller de même. Les températures qui augmentent, les variations de pluviosité, les conditions météorologiques désordonnées et la prévalence de parasites et maladies dues au changement climatique menacent la productivité agricole et par conséquent nuit à la sécurité alimentaire mondiale. Parallèlement, la population mondiale connaît une croissance continue et devrait atteindre 9,6 milliards de personnes d'ici 2050. Pour satisfaire une telle demande, l'agriculture et les systèmes alimentaires devront s'adapter aux effets négatifs du changement climatique et devenir plus résilients, plus productifs et plus durables. Nous allons, comme on l'a dit tout à l'heure, en parler tout de suite avec notre invité, Slim Qbaj, coordonnateur du réseau Environnement Santé Alimentation au Maroc. Slim Qbaj, bonjour. Bonjour. Alors déjà, une petite, ou plutôt un petit commentaire concernant cette introduction. Très bonne introduction. Pour la mettre en perspective, il faut savoir que depuis 40 ans, l'agriculture contribue aux émissions de gaz à effet de serre 2 fois plus. Donc la contribution a doublé en 40 ans. C'est énorme. C'est énorme. Et si nous continuons dans le raisonnement que vous avez tenu, augmentation de la population, plus d'agriculture, plus de produits alimentaires, nous allons aller vers une catastrophe. Et c'est pour ça que les COP sont importantes pour la prise de conscience, mais aussi pour prendre des mesures et des actions concrètes. Si on continue comme ça, tous les experts le disent, nous allons vers le mur. Alors il y en a qui disent 2050, il y en a qui disent 2100. Nous savons que ces phénomènes s'accélèrent. Alors l'agriculture et donc indirectement l'alimentation contribuent énormément aux gaz à effet de serre. Nous savons aujourd'hui que l'agriculture contribue à 25% aux émissions de gaz à effet de serre. Bien sûr, en parallèle, il y a les énergies fossiles, il y a le transport, il y a toutes sortes de choses. Et quand je parle de l'agriculture, je parle du secteur de l'agriculture, c'est-à-dire agriculture et élevage. Ça va de soi. Et ça va Ils vont ensemble. Et ça va ensemble, absolument. Et c'est ça qu'on retrouve dans nos assiettes. C'est pour ça que le consommateur, et donc l'auditeur, est interpellé. Et concerné. Tout à fait. Slim Qbaj, première question, qu'est-ce qu'on a fait, nous, en tant que consommateurs, en tant que citoyens de cette planète, de la planète Terre, qu'est-ce qu'on a fait pour augmenter les changements climatiques ? Alors, restons dans notre domaine, oui. Donc agriculture, élevage, alimentation, parce que sur les autres secteurs, on pourrait aussi dire beaucoup de choses. Dans ces secteurs, et c'est ce qui nous concerne dans votre émission, nos habitudes alimentaires ont changé depuis un certain nombre d'années et se sont accélérées. Comment ? Rappelez-vous, on était, il y a 30 ans, 40 ans, pour ceux qui ont ces âges-là, nous mangions combien de fois par semaine de la viande ? 1 fois, 2 fois. Aujourd'hui, la plupart des gens aiment à manger de la viande midi et tous les jours, tous les repas. Qui mangent même de la charcuterie le matin. Et c'est pas parce que c'est halal que c'est bien pour le climat. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça entraîne ? Ces habitudes alimentaires, ça entraîne plus d'élevage. Plus de terres qui sont, réservées à l'élevage. Eh bien, il faut savoir que les vaches génèrent en ruminant du méthane, CH4. Le méthane est un gaz à effet de serre qui est très très puissant.
Donc plus vous faites des élevages, et aujourd'hui on fait de plus en plus d'élevages, de plus en plus de bétail, et puis on les entasse dans des enclos, on les fait pas sortir à l'air libre. Tout ceci provoque donc beaucoup de gaz à effet de serre. L'agriculture... L'élevage, d'après une étude, est à l'origine de près de 2/3 des émissions de gaz à effet de serre d'origine agricole et de 78% des émissions agricoles de méthane. Alors, dans le domaine agricole, l'élevage prend une belle part. Je ne suis pas totalement d'accord avec vos chiffres, mais prend une belle part. Ceci étant, ce que nous faisons au sol également prend une belle part. Alors, il faut savoir que le sol, c'est un peu le gros problème que nous avons généré parce que dans le sol, depuis des millions d'années, le sol a capté le carbone par la biomasse, par ce qui se passe au niveau de l'humus, de la vie dans le sol. Il y a eu captation du carbone. En travaillant le sol, notamment avec les techniques modernes, ce carbone est émis, il est expulsé du sol et il va vers l'atmosphère. Donc effet de serre, donc tout ce que nous avons dit, augmentation des températures. Maintenant, le sol est aussi une solution. Puisque le sol peut capter, est-ce que nous avons des techniques pour capter le carbone, ce qu'on appelle les puits de carbone? Est-ce que nous pouvons capter dans le sol? Oui, à travers la végétation. Et c'est ça que tout le monde connaît, ce qu'on appelle la photosynthèse. Le végétal capte les gaz à effet de serre, les envoie dans le sol et fait vivre le sol. Et le sol capte du carbone. Et plus un sol est riche de vie, et plus il va générer de l'agriculture saine. Donc c'est ce cercle vertueux vers lequel il faut aller et dans lequel nous n'allions pas jusqu'à présent par une agriculture intensive, dite moderne, parce qu'il fallait donner aux consommateurs de plus en plus de viande. Donc je reviens à la question de départ. En changeant notre hygiène alimentaire, notre comportement alimentaire, nous pouvons avoir un impact positif sur le climat. Alors pour vous donner un exemple, quand vous avez une assiette dans laquelle il y a de la viande avec une entrée charcuterie, vous êtes en train de consommer entre 3000, je suis large, je fais exprès pour garder de belles marges de manœuvre, de 3000 à 6000, ce qu'on appelle équivalent CO2, donc le gaz à effet de serre. Quand vous faites fruits et légumes, vous êtes entre 500 à 1200. Donc le consommateur, en choisissant ce qu'il met dans son assiette, il a un impact plus ou moins grand sur les changements climatiques. C'est vous dire l'importance d'être conscient de ce que nous faisons et comment nous mangeons. Et le cercle vertueux va du consommateur vers l'agriculteur ou l'éleveur. Qu'est-ce que nous demandons à ces gens-là de produire? C'est parce que plus il y a de demande, plus les producteurs vont produire et donc effet de serre également, gaz à effet de serre. Ah, absolument. Pour sortir de ce cercle vicieux, créer un cercle vertueux, il faut changer d'habitude alimentaire, mais aussi faire en sorte que la demande tire quelque chose de nouveau par rapport à l'agriculteur, même que l'agriculteur change de métier. Au lieu que ce soit un industriel, ce qu'il est devenu plus ou moins, il faut qu'il redevienne un agriculteur proche de sa terre, qui aime sa terre. Quand vous parlez à un agriculteur qui fait du bio ou de l'agroécologie, quand il vous parle de sa terre, il vous parle d'un être vivant, quasiment, d'un produit vivant. Quand vous parlez à un agro-industriel, il vous parle de matière et de business. Voilà. Alors, je ne vous dis pas qu'il ne faut pas faire du business, mais voilà, la logique n'est pas la même. On peut faire du business tout en protégeant notre planète. Et c'est ça le challenge que nous avons à la COP22, c'est comment pouvoir continuer à consommer, à produire dans les meilleures conditions pour faire en sorte que ce que nous faisons soit pérenne et durable et vertueux. Et nous avons avec nous un auditeur de la ville de Nador. On va essayer de l'avoir tout de suite. Oui, Najib, de Nador. Oui. Bonjour, Najib. Oui, bonjour, mesdames, je crois, Rizlan, Siham, non? Oui, Rizlan, c'est notre invité, Slep Kbej, coordonnateur du réseau Environnement, Santé, Alimentation au Maroc. Oui, c'est Najib. Monsieur Kbej, me respect, j'étais en train de suivre son argumentation. Et pour continuer, moi j'ai une petite remarque. Je crois que nous sommes, nous, les pays du Sud, en train de payer notre vouloir de devenir des civilisés. Nous nous comportons comme les pays du Nord, nous consommons leur agro-industrie qui ravage nos souks, si vous voulez, et surtout, moi que j'habite ici à côté de Mélia, il y a plein de produits agro-industriels européens qui passent et qui cassent un petit peu nos marchés, économiquement parlant. Et puis je me demande aussi
Qui c'est qui pollue le littoral méditerranéen? Est-ce que ce n'est pas est-ce que ce n'est pas nos voisins du Nord qui sont plus industrialisés et qui déversent leurs déchets? En plus, ils ne cessent d'exploiter et leurs poissons et nos poissons de la Méditerranée. Et lorsqu'il s'agit des richesses, c'est injuste. Ils ne veulent pas que les richesses soient réparties équitablement. Je me dis, est-ce que mon argument tient ou non, monsieur Rabège? Oui, tout à fait, Sinajib, tout à fait. Le Maroc, comme beaucoup d'autres pays, suivons de très près ce qui se fait dans les pays avancés, avec la meilleure intention du monde, qui est celle d'augmenter le rendement pour produire plus, pour pouvoir donner à la population, qui augmente, comme expliquait Rizlan tout à l'heure, mais également pour exporter. Alors ça, c'est les besoins économiques et financiers du pays. Néanmoins, nous sommes en train de nous rendre compte que l'Europe, que nous suivons de très près par un effet de mimétisme, est en train d'aller vers le mur. Et les grands spécialistes agricoles et de l'alimentation sont en train de se dire peut-être que c'est pas la bonne voie, qu'il faut trouver d'autres voies. Donc ils sont en train de dire, en caricaturant, c'est en train de faire marche arrière. Peut-être que nous, au lieu de continuer, comme vous le dites très bien, à les imiter, nous pourrions peut-être déjà faire marche arrière et corriger et revenir vers quelque chose que nous faisions très bien, c'est-à-dire une agriculture proche du paysan. J'ai apprécié, je m'excuse de vous interrompre, j'ai apprécié le fait que vous disiez, et moi j'ai vécu ça, que l'on mangeait du poisson, la viande rouge une fois par semaine, et c'était comme une fête. Tout à fait. Mais il faut que ça reste une fête. On mangeait beaucoup de légumes, beaucoup de fruits, et on était très bien, on tenait bon. Maintenant que nous voulons nous civiliser, imiter nos voisins du Nord, comme quoi c'est des gens avec leurs produits chics, bien présentés, tout ça, ils sont en train de nous embrouiller, et maintenant qu'ils s'en rendent compte, nous devons nettoyer avec eux. Oui, tout à fait. Le mal qu'ils ont fait. Là où vous avez tout à fait raison, Hassan Najib, c'est qu'aujourd'hui, les conséquences de nos actes, que ce soit en Europe, en Afrique, notamment au Maroc, influent sur la planète. On ne peut pas dire c'est leur faute, c'est leur responsabilité. Nous sommes tous embarqués sur le même bateau. Nous sommes tous impliqués et chacun doit faire sa part. C'est pour ça que la COP 22, tout à fait, c'est un monde ouvert et chacun doit faire sa part. Et justement, la COP 22 va nous permettre de coordonner, de nous mettre d'accord sur des manières de réduire les gaz à effet de serre ou de les limiter sur les prochaines années, mais également d'agir sur le terrain. Donc il va y avoir des actions sur tout ce qui est énergie fossile et transport. Ce qui nous concerne ici, c'est ce qui est agricole et alimentaire. Le Maroc doit faire sa part. Alors si nous continuons à être obsédés par le rendement, à augmenter les kilos de viande que nous mangeons midi et soir en étant, comme vous disiez, en faisant la fête midi et soir, c'est une erreur. Donc revenir aux fruits et aux légumes, c'est positif. La deuxième remarque qui me vient à l'esprit en pensant à ce que vous faites dans votre région, c'est que les gens commencent en copiant les autres, à vouloir que le fruit soit comme ça, que le légume soit comme ça, de bonne forme, standard, alors que le bon vieux légume était tordu, parfois il y a même des petits défauts sur la face, et on le mangeait, et c'était très bon. Est-ce que c'est ce qui génère le gaspillage alimentaire aussi? Alors ça génère le gaspillage alimentaire parce qu'on achète beaucoup, on achète avec les yeux, et ça crée... Les aliments, ils sont bourrés de produits chimiques, c'est ça? Alors, je ne vous fais pas dire, parce que dans le mimétisme avec les pays du Nord, nous pensons production, rendement, export, et nous bourrons nos sols avec des produits chimiques qui font que le sol se meurt. Alors, bien évidemment, pendant un moment, on augmente la productivité et le rendement avec les produits chimiques. Mais les produits chimiques, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on les appelle les pesticides, ça veut dire la mort, on tue la vie dans le sol. Et moi, quand je vais dans des zones agricoles qui sont dites modernes, de l'agro-industrie, qu'est-ce que l'on voit? On voit qu'il n'y a pas de vie, il n'y a pas de vers de terre, il n'y a pas de micro-organismes, il y a de moins en moins d'abeilles au Maroc et ailleurs dans la planète, il n'y a donc pas de vie. Et la chance que nous avons, pour ne pas dramatiser, c'est que quand nous avons affaire à un producteur qui aime sa terre et qui se dit je vais vers la catastrophe et qui se convertit à, alors on va dire agriculture bio, agro-industrie et tout ce genre de concepts qui sont devenus aujourd'hui dans l'ère du temps, on voit tout de suite la vie revenir. Et la personne commence à nous dire, écoutez, voilà, moi je suis content, j'ai produit un peu moins, mais j'ai produit bon pour le consommateur. Voilà, de la bonne qualité pour le consommateur. Alors, Slim Rabège, vous l'avez dit, aujourd'hui, le Nord il est en train de faire marche arrière.
n'est-ce pas? Vous l'avez bien dit. Et on ne doit pas attendre pour qu'on fasse marche arrière. Alors qu'on estime que la production mondiale doit augmenter d'environ 60% d'ici 2050 pour nourrir une population plus nombreuse, quand on sait que plus d'un tiers des aliments produits au monde est perdu ou gaspillé, quand on sait que d'ici à 2050, on s'attend à une baisse de 40% des captures de la plupart des espèces de poissons dans les tropiques, où la sécurité alimentaire et nutritionnelle dépend fortement du secteur des pêches, quand on sait que par exemple, l'objectif mondial est d'atteindre le défi fin zéro d'ici à 2030. Il y a des contradictions. Comment peut-on faire? Alors vous avez posé des questions, vous y avez répondu en partie, parce que vraiment, c'est effectivement de gros dilemmes qui se posent. On va reprendre l'exercice que nous avions avec Synégip. Nous mettons des pesticides, nous augmentons le rendement du sol, mais il faut savoir qu'il y a de moins en moins de couvert végétal sur les sols. Pour augmenter, parce que la consommation augmente et parce que les producteurs agro-industriels veulent avoir plus de production, eh bien on coupe les forêts, il y a de moins en moins de plaines et on va sur les montagnes, etc., etc. Moins il y a de couvert végétal, plus il y a d'émissions de gaz à effet de serre. Plus vous remuez le sol en profondeur, plus vous libérez du carbone. Et puis la troisième chose, et je vais dans le sens de votre rhétorique tout de suite, et vous avez tout à fait raison, quand il y a des pluies, où va le sol? Il va dans les oueds, il va dans les barrages, et il va dans les océans. Et en allant dans les océans, il provoque deux choses. Il provoque l'acidité du sol et le réchauffement, de l'océan, de la mer, et le réchauffement. Ce qui fait que, en continuant comme ça, en étant obsédé juste par la productivité, nous sommes en train de tuer tout ce qui est marin. Et donc, il va y avoir de moins en moins de biodiversité, et puis de moins en moins de volume de pêche, comme nous commençons à le voir, et comme disait notre collègue Synégip tout à l'heure, sa présence est toujours parmi nous, j'espère. Voilà, on a de moins en moins d'alimentation. Donc, ce cercle vicieux, il faut en sortir. Nous avons le challenge de nourrir de plus en plus de monde, c'est vrai. Notre collègue a dit tout à l'heure, il faut faire attention au gaspillage. Les chiffres que nous avons au Maroc, c'est que le tiers de l'alimentation va en gaspillage, en rejet. Ça, c'est pas normal. Ça, c'est pas normal. Sachant que dans les sols, on adore l'alimentation gaspillée. Ça fait du compost. Ça recrée de la vie dans le sol. Tout ça pour vous dire quoi? On peut recréer des cercles vertueux tout en nourrissant la planète. Et puis ensuite, il y a quelque chose dont on n'a pas parlé, c'est l'emploi. Madame a dû y penser tout à l'heure, c'est l'emploi. Plus vous mécanisez, plus vous faites sortir les agriculteurs qui aiment leur terre et qui sont proches de la terre pour les envoyer dans les zones périurbaines, et vous envoyez des gens là-bas qui ne connaissent pas vraiment la terre. Or, nous avons besoin de l'agriculteur et nous avons besoin de valoriser le métier de l'agriculteur parce qu'il est important dans le cercle vertueux de l'alimentation. L'agriculteur qui est sensible, il fait attention à ce qu'il donne à manger aux consommateurs. C'est très très important. Regardez le cercle vertueux en disant on produit mieux, on a un sol vivant, on a moins de rejets dans les océans, et donc on a plus à consommer. Je reviens sur un point sur lequel peut-être que je n'ai pas été suffisamment clair, c'est la productivité. Il faut faire attention, j'ai commencé à en parler, plus vous mettez de pesticides et de produits chimiques, moins à un moment donné vous produisez, parce que le sol... il va être saturé de produits chimiques. Et il est fatigué et il va mourir. Il est malade. Ouais. Et c'est pour ça que les gens qui nous lancent à longueur d'années, et on ne les a pas écoutés, l'agroécologie, ils n'ont pas tort. Au contraire, ils sont en train de nous dire, rendons vivant le sol. Et regardez, le Maroc, on dit c'est un pays aride et semi-aride. Vous avez des gens qui font de l'agroécologie dans les zones quasi désertiques et ils arrivent à faire pousser du végétal. Il y a beaucoup de visites qui sont prévues dans le cadre de la COP22 où on va aller visiter des terres, des fermes où ils ont réussi à refaire pousser ça. Ça, c'est le premier point. Parlons de cercle vertueux pour ne pas être totalement négatif. Et puis, nous avons un certain nombre de cultures marocaines spécifiques qui arrivent à générer de l'oxygène, à consommer du carbone. Nous pensons aux arganiers. Il faut planter des arganiers à tour de bras. Il faut planter des palmiers dattiers. Il faut planter des amandiers. Et en plus, ça produit des choses qui sont bonnes pour la santé et pour l'alimentation. Et c'est bien mieux que de manger de la viande matin, midi et soir.
Donc, Monsieur Slim Khabbaj, donc je reviens vers ce que vous disiez. Il faut cultiver des aliments de façon durable. Et ça, la FAO appelle les pays à inclure les questions relatives à l'alimentation et à l'agriculture dans leur plan d'action sur le climat et investir davantage dans le développement rural. Donc, finalement, il faudrait redonner un petit peu, redorer le blason de ces agriculteurs qui font partie de notre économie de manière générale. Alors, on a vu un petit peu ce qu'on a fait pour augmenter ces changements climatiques, mais quels sont les effets de ces changements climatiques sur notre assiette aujourd'hui? Alors, les changements climatiques vont provoquer plusieurs choses. Ils vont provoquer que certains produits alimentaires vont quasiment disparaître. Et ils vont provoquer que le prix de notre alimentation va augmenter. Va flamber. C'est évident. C'est l'offre et la demande. Et en plus, on va rentrer dans quelque chose qui est extraordinaire. C'est qu'on va faire en sorte que bien manger, ça va devenir un luxe. Le changement climatique, surtout dans nos zones arides et semi-arides, vont faire qu'on va trouver de moins en moins d'eau. Les terres arables vont se réduire. Le sol, la partie vivante, les 30 cm vivants du sol vont se mettre à disparaître. Et on va se retrouver dans des zones désertiques. Et ces phénomènes de désertification, on en parle beaucoup. Les changements climatiques vont provoquer la chose suivante. Les extrêmes vont devenir encore plus extrêmes. Plus de désertification, plus de chaleur, plus de pluie, plus d'inondations, plus de cyclones, etc. etc. On voit déjà ça, hein, ça commence à... Et nous voyons déjà ça. Il y a un certain nombre de films qui existent. Il y a un certain nombre de films où l'on voit et des vidéos que l'on voit dans des zones où il y a des inondations avec de la terre rouge qui circule dans les petits villages parce que les sols sont lessivés et parce que les pluies sont devenues de plus en plus puissantes. Cet été même, je vous parlais même de août et septembre, beaucoup de marchés, je ne sais pas si vous avez remarqué, ont eu peu de légumes à cause de la canicule qui a brûlé les légumes. Et nous, on se balade parfois dans les marchés, on disait mais pourquoi il n'y a pas tel légume brûlé, tel légume brûlé. Bien, Slim Khabbaj, aujourd'hui, on est là pour, bien sûr, parler de ce problème et, bien sûr, on va essayer de trouver des solutions. Mais juste avant, nous avons avec nous un auditeur de la ville de Khnifra, Saoud. Oui, bonjour Saoud. Allô? Comment allez-vous? Oui, sabah al-khair, Sidi. Alhamdulillah, barakallah vik. Monsieur Najib, votre spécialiste, on fait le tour de la question. Oui, on vous écoute, Sidi. Alors, quelle est votre question? Oui, je vais voir du côté environnement parce que je m'intéresse un peu à ce problème-là depuis une quinzaine d'années. Je fais partie d'une association à Beni Milled avec les professeurs des sciences naturelles, de ce qu'on appelle maintenant des sciences de la vie de la Terre. Bon, d'abord, en ce qui concerne le changement climatique, il y a le réchauffement climatique qui est connu. Le climat est aléatoire, les accidents climatiques sont fréquents, la canicule qui s'ensuit avec les inondations, comme a dit votre spécialiste. Il faut donc adapter les systèmes de production chez les agriculteurs, c'est l'enjeu du futur. Il faut diversifier aussi les systèmes de production, ce qu'on appelle les systèmes résilients face au côté aléatoire et surtout dans les pays du tiers-monde. Lors de la COP21 qui s'est tenue à Paris, ils ont parlé du financement, comme quoi les pays industriels ont profité un peu de tout ce qui est énergie fossile et maintenant on leur dit de réduire un peu alors que la productivité est un peu le but de tout le monde. On parle de 3 éléments, le CO2, le méthane et le protoxyde d'azote. Et c'est un peu ce qui se passe dans l'agriculture industrielle avec des émissions de gaz à effet de serre. Lorsqu'on produit des engrais azotés de synthèse, c'est qu'on contribue justement à cet effet de serre, à tout ce qui s'ensuit. Et pour appuyer un peu ce que dit votre spécialiste, au niveau des ruminants, on parle maintenant du ruminant à effet de serre. On remarque que l'Inde, par exemple, est le premier producteur de lait, avec 3 litres seulement par vache. Et rendez-vous compte du nombre qu'il faut pour être premier producteur de lait, avec les ruminants justement à effet de serre. On parle des ranchs aussi aux États-Unis et tout ce qui est. Alors il y a quelques solutions que j'ai. Oui. Oui, je vous écoute, monsieur Saoud. Il y a quelques solutions que j'ai pu voir un peu, comme a dit votre spécialiste, l'énergie. D'abord l'énergie solaire et puis la photosynthèse. Et puis quelques pratiques nouvelles en ce qui concerne les pays du Sud.
pour faire face justement à la sécheresse, on pratique et il y a des pratiques justement de résistance à l'effet de la sécheresse. Ce qu'on appelle l'agriculture de conservation. C'est un travail minimal du sol, avec des rotations des cultures et des associations des cultures. Il y a des agriculteurs, par exemple, je donne un exemple, qui perdent la betterave au profit, par exemple, de la tomate. Voilà, rotation des cultures et les associations des cultures. Et puis réduction aussi de l'évaporation de l'eau. On couvre les sols avec tout ce qu'on trouve pour diminuer un peu l'évaporation. C'est un peu ce que j'ai là de mon côté, puisque je ne dispose pas de beaucoup de temps. C'est déjà pas mal, Saoud. J'attends l'avis de votre spécialiste pour voir s'il est d'accord avec ce que j'ai pu un peu récupérer dans ma mémoire, parce que j'étais en voyage lorsqu'on m'avait appelé à la radio. Très bien, merci Saoud. Merci Saoud de Khnifra. On va demander à notre invité Slim Qbaj deux mots pour me mettre d'accord totalement avec si Saoud, et sa grande connaissance des sols et de l'environnement est très claire. Je voudrais simplement dire que l'agriculture durable, et c'est ce qui est aujourd'hui dans les lèvres de tous les spécialistes, notamment les ministres de l'agriculture parlent beaucoup d'agriculture durable. Le contenu de l'agriculture durable, c'est notamment ces agricultures de conservation, mais surtout ces agricultures qui permettent de faire la rotation des cultures, quasiment pas de labour ou semi-direct, et puis de plus en plus cette tendance d'agroécologie qui est un mot très large, mais qui permet de dire nous respectons les cycles naturels de la vie, de l'environnement. Et ça, c'est très important. Il faut effectivement qu'on réfléchisse au système de production, d'autant plus que le Maroc, puisque nous parlons du Maroc, a fait des efforts dans ce sens. Le ministère de l'Agriculture a mis en place avec les professionnels du bio un contrat-programme qui permettait de faire des recherches sur la production sans pesticides. Il y a eu des efforts de la part des spécialistes en agroécologie, agroforesterie, de permaculture. Il y a eu beaucoup d'efforts avec des fermes modèles. Aujourd'hui, on apprend à faire, on commence à savoir faire. Il faut maintenant travailler sur la prise de conscience, notamment des gros propriétaires terriens, pour qu'ils commencent à toucher ce genre de système de production, peut-être en parallèle avec ce qu'ils font, parce que tout le monde a peur, la production, la rentabilité, les business models, les business plans, etc. Commencer à toucher à ça. Et moi, je donne l'exemple de quelqu'un que j'avais rencontré, qui m'avait impressionné, qui produisait de la pomme de terre, vraiment industrielle, gros rendement, etc. Et sa terre faisait quelques centaines d'hectares. Et il avait mis de côté 20 hectares pour son fils, qui lui adorait la terre. Il adorait la terre, il touchait le sol de la main, il allait chercher les vers de terre. Et son fils est parti faire de l'agriculture biologique. Il a fait de la pomme de terre biologique. Et le père commençait à se dire, attendez, mais moi, qu'est-ce que je mange? Et à bout d'un moment, il commençait à manger la pomme de terre faite par son fils. Et je lui dis, mais attendez, vous vous rendez compte? Il m'a dit, mais je veux d'abord tester. Je veux savoir comment on produit. Je veux essayer de faire le moins de pertes possible. Et je suis persuadé que dans quelques années, il va y arriver. Mais on n'est pas obligé d'agresser les gens pour leur dire, vous avez fait, vous nous avez tués. Voilà. Et puis maintenant, on est malade, on va prendre les médicaments. Et puis l'impact sur le climat. On peut influencer positivement les gens pour qu'ils y aillent, pour que tout le monde soit dans un système gagnant-gagnant. Et c'est important. Les éleveurs, on a parlé des éleveurs, il commence à y avoir des fermes d'élevage où les gens sont dans ce système de production biologique, où on n'entasse pas les vaches, où ils ne ruminent pas des centaines les unes à côté des autres, où on leur donne de l'oxygène, on leur fait manger de l'herbe naturelle, on n'amène pas du maïs OGM, je ne sais d'où. Bon, tout ça compte. Donc le ministère de l'Agriculture est en train de pousser vers l'agriculture durable, raisonnablement, on va dire, tranquillement, et puis les professionnels de plus en plus sont en train d'y aller. Très bien. Nous avons avec nous un autre auditeur, c'est Adil de la ville de Rabat. Adil, bonjour. Bonjour madame, bonjour messieurs. Bonjour Adil. Merci pour vos sujets éminents qui touchent le consommateur et le citoyen marocain. C'est un sujet très 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 intéressant. C'est le mode de vie, notre nourriture et ce qu'on trouve de disponible dans le marché. Il est vrai que de nos jours, on trouve tout ce qu'on veut au marché, tous les légumes et les fruits, ils sont omniprésents le long de l'année et la disponibilité y est. Mais on a un problème de qualité. Il y a les légumes et les fruits bio
ils sont pas du tout à notre portée. On trouve le kilo de pommes de terre à 20, 25, la tomate pareil. Hier, j'étais de passage dans un magasin bio, j'ai trouvé un demi-kilo de carottes à 18 dirhams. Des aberrations. Comment voulez-vous qu'on se nourrisse de nourriture bio, alors que c'est pas du tout à la portée, c'est hors même le budget de col blanc, parce que c'est des prix exorbitants. Et de un. Et de deux, on voit que le ministère de tutelle, il organise des salons, oui, mais c'est beaucoup plus marketing, présence d'agences de com, de responsables marketing, de communication à l'étranger pour que les gens viennent, mais on trouve moins de responsables de société civile, de personnes consciencieuses, de personnes qui œuvrent et qui opèrent dans le bio. C'est beaucoup plus commercial que social, hygiénique, etc. Et ça, je crois que quand on met un businessman à la tête de l'agriculture, on ne peut récolter que ça. Donc c'est beaucoup plus commercial, marketing que la santé et l'intérêt du citoyen. Très bien, merci Adil. Merci d'avoir participé avec nous. Je vous rappelle encore une fois nos directs. Si vous avez envie de faire partie de cette émission, 05 37 20 44 73 ou bien 05 37 70 48 54. Et on va inviter notre invité à répondre à notre auditeur Adil. C'est Adil, vous parlez avec beaucoup de sincérité et de manière directe et vous avez raison. Aujourd'hui, l'agriculture biologique coûte cher. Les produits bio sur les marchés, et il n'y en a pas beaucoup, coûtent cher. Pourquoi ? L'agriculture industrielle que nous connaissons depuis maintenant 40-50 ans a été aidée par des subventions, a été aidée par de l'expertise. Nous trouvons les pesticides à quasiment tous les prix sur quasiment tous les marchés du Maroc. Donc on a pris une orientation politique qu'on a suivie avec logique et on a fait en fait ce que faisaient les pays du Nord parce que c'était la seule alternative possible pour donner à manger à la population marocaine et à l'export. Le bio, c'est d'abord la volonté d'un producteur qui aime produire de manière saine et qui se rend compte ou qui s'est rendu compte à un moment donné que si on continuait à mettre tout ce qu'il y a comme pesticides, produits chimiques, etc., on allait dans le mur. Et moi, je parle beaucoup à des producteurs. C'est d'abord des gens passionnés. Mais en bout de course, ils n'ont aucune aide financière de qui que ce soit. Et c'est un investissement qu'ils font. Et en plus, quand vous parlez à un producteur, essayez de lui parler des prix. Il vous dit, mais moi, ce que je fais... D'ailleurs, une fois, j'ai réagi avec un producteur de pommes. Il me parlait de sa pomme comme s'il me parlait d'une œuvre d'art de Léonard de Vinci. D'ailleurs, je lui ai dit... Il me dit, mais moi, je fais ça avec mon cœur. Je dis, oui, mais en bout du compte, vous le vendez à quel prix pour le consommateur? Donc, ça, c'est la problématique que nous avons. Mais la solution, c'est de faire comme on fait les pays du Nord. Plus nous allons consommer du bio, plus les opérateurs bio vont augmenter en nombre, plus les prix vont diminuer. Premièrement. Deuxièmement, la plupart des produits n'existent pas au Maroc. Les produits bio n'existent pas au Maroc. Les produits que nous trouvons en bio sont à 80%, 85% importés. Donc il faut y rajouter les taxes douanières, il faut rajouter le transport, il faut rajouter les coûts indirects, et ça vous fait toujours tout de suite des prix. Mais la chance que nous avons, c'est qu'ils existent. Aujourd'hui, ils existent. Il y a des cols blancs qui achètent. Alors concrètement, le taux de croissance du bio au Maroc aujourd'hui, c'est de l'ordre de 20 à 25%. Chaque année, il y a de plus en plus de gens qui montent. Et regardez les prix, quand vous les regardez dans la durée, ils sont en train de baisser. Donc c'est encore une fois l'offre et la demande. Et si vous avez des gros fermiers, des gros propriétaires terriens qui passent au bio, vous allez voir les prix en train de beaucoup baisser. Alors, monsieur a pris l'exemple de la tomate. Je n'ai pas en tête, malheureusement, le prix de la tomate sur le marché et dans les magasins bio, mais je peux vous dire que la tomate est quelque chose de très complexe à faire en bio. Les gens se cassent la tête sur la tomate, c'est très compliqué. Très bien. Alors, vous avez répondu à la question de Adil. Vous avez, bien sûr, donné des solutions tout à l'heure, dont, par exemple, les États qui doivent reconnaître l'impact du changement climatique sur l'alimentation. Et pourtant, on le sait aujourd'hui, il y a des pays qui ne veulent pas
changer, tout simplement, parce qu'ils défendent leur modèle d'agriculture industrielle. Alors pour vous, comment peut-on faire? Parce que là, on va passer aux solutions, puisqu'on est déjà 11h47. Slim Qabbaj, quelles sont les solutions pour vous? Vous allez répéter la question 3 fois pour m'empêcher de répondre. Non, pas du tout, pour insister. Laissez-moi répondre. Justement, la COP 22 et les dernières COP sont faites pour ça. C'est mettre autour de la table tous les grands décideurs de tous les pays du monde pour leur dire, attention, on ne peut pas, nous, dans notre coin au Maroc, mettre en place une initiative AAA, atténuation de l'agriculture en Afrique. On ne peut pas mettre, nous, la préservation des oasis et les rendre, faire en sorte qu'il y ait de l'agriculture durable là-bas dedans. On peut pas tout seul. La France a fait la COP 22, ils ont décidé de 21, pardon, ils ont fait 21, merci de me corriger. Ils ont pris des décisions politiques extraordinaires, ils prennent de plus en plus des décisions, réduire des pesticides même dans les jardins, c'est très bien. Voilà, on donne l'exemple, on sensibilise, on met les gens autour de la table, on essaie de les convaincre. On ne peut pas décider. Les États-Unis, heureusement, ils ont signé, la Chine, elle a signé, nous attendons encore un certain nombre de pays. Nous avons dépassé le cap de nombre de pays qui doivent signer pour que ça rentre en exercice, la Convention au climat. Donc, on est en train d'y aller. Mais il faut... Maintenant, pour parler de notre ministre de l'Agriculture, c'est Aziz Akhnouch, je peux vous dire que Akhnouch est très sensibilisé sur la question des produits sains, du bio. Il soutient la filière et il nous a aidé à mettre en place la fédération du bio qui existe depuis un certain nombre de mois. Ils sont en train de travailler, et j'en fais partie, sur les stratégies, sur un code de déontologie pour que le produit soit respecté chez le consommateur, que le consommateur mange de manière crédible ce qu'il a envie de consommer, ce pourquoi il a payé. Donc il y a des efforts qui sont faits, mais je vais vous dire une chose. Nous pouvons toujours interpeller les ministres, les décideurs, la COP 22, si le consommateur ne change pas son hygiène de vie, s'il ne se sent pas concerné, si les gens continuent à manger autant de viande, si les gens continuent à acheter autant de produits conventionnels, le cercle vertueux ne sera pas mis en place. Exactement. Donc, en parlant des agriculteurs, on pourrait penser notamment à l'amélioration de non seulement la récolte, mais aussi le stockage, le conditionnement, le transport, les infrastructures et le fonctionnement des marchés. C'est aussi très très important. Est-ce que vous pensez qu'il pourrait y avoir des cadres institutionnels et juridiques qui pourraient aider justement ces producteurs-là à aller de l'avant et à améliorer leur qualité de rendement? Si nous restons sur le sujet du bio et de la qualité du rendement, moi je pense qu'il faudrait que le ministère de l'Agriculture, et il l'a dit, je pense qu'il va le faire à un moment donné, subventionner la certification bio. Pour que la personne qui passe de l'agriculture conventionnelle, qui se convertit à l'agriculture bio, puisse avoir au moins sa certification qui soit prise en charge. En plus, il y a des soutiens à la filière qui font qu'on va aider, comme l'agriculture conventionnelle. On demande une mise à niveau de tout ce qui a été fait par ailleurs. Et puis, si on veut exporter, on demande de l'aide à l'export. Alors, monsieur, tout à l'heure, m'a interpellé, il nous a titillé un peu avec les salons. Bon, c'est bien amusant, mais moi, j'ai fait des salons. Croyez-moi, les gens qui sont dans les salons, ils font pas la fête, parce que c'est très, très compliqué. Malheureusement, nous sommes en retard sur beaucoup de choses quand nous allons dans les salons internationaux, notamment le salon du bio à Nuremberg. Nous sommes vraiment agréablement surpris par ce que font les autres, et on est choqués par le retard que nous avons pris. Il faut aller très, très vite. Et l'interpellation de ces salons, c'est qu'il faut faire attention au coût, à l'offre et la demande, et donc faire du business, mais de manière rentable et saine. Bien. Slim Qabbaj, quelles sont les solutions pour vous? Alors, les solutions, c'est que Est-ce qu'il y en a déjà? Il y en a déjà qui sont mises en place, il y a des choses qui ont été testées, il y a des expérimentations qui existent, il y a des producteurs qui se sont lancés sur leur propre compte et qui y vont. Il y a eu des initiatives prises pour lancer des supermarchés bio, ça n'a été subventionné par personne, et je veux aussi rendre hommage au ministre Akhnouch et à ses équipes qui ont aidé grâce à l'ONSA, grâce à même la douane de l'autre côté au niveau du ministère des Finances ont aidé. Aujourd'hui, il y a des choses qui se passent. Il faudrait peut-être aider les initiatives comme ça, parce qu'ils vont dans le sens de l'agriculture durable. Soyons cohérents, parce que l'agriculture conventionnelle n'est pas durable. Il y a celle-là, il y a monsieur qui a parlé de l'agriculture de conservation, et tout ça, c'est très bien. Mais les solutions sont entre les mains des décideurs, à la COP22, sont entre les mains des décideurs, notamment le ministère de l'Agriculture, le ministère de la Santé, le ministère du Commerce et de l'Industrie chez nous, mais sont entre les mains, et je le répéterai toujours, du consommateur.
plus il y aura de consommateurs qui vont aller vers des produits sains venant d'agriculture saine, plus les agriculteurs qui viennent de l'agro-industrie vont se convertir. Et plus ceux qui ont fait des efforts vont pouvoir souffler un peu en disant « enfin, on est compris ». Et enfin, on est soutenu. Et puis, ça permettra aux magasins qui font du bio de retrouver un équilibre financier et de pouvoir se dire on va tenir la distance. Parce que tout ça est très compliqué. Bien, on a parlé tout à l'heure. Oui, allez-y. Oui, un dernier mot, parce qu'on a parlé du social. Ces agricultures durables donnent plus de travail aux paysans, les gardent dans le sol, font que nous avons le côté campagne et le côté urbains sont équilibrés. Et puis ensuite, ces filières sont en train de recruter. Je parlais tout à l'heure de croissance de 20 à 25% du chiffre d'affaires sur les produits bio. Ces filières sont en train de recruter à tour de bras. Alors que les supermarchés conventionnels, de produits conventionnels, ils font moins de 0% de ce que j'entends, et quand ils font 4 à 5%, ils sont très heureux. Donc voilà, il se passe quelque chose au niveau du consommateur, pas uniquement sur le climat, mais sur la santé. On en a déjà parlé et on écrit beaucoup là-dessus. La prolifération de cancers dans le monde et au Maroc fait que les gens commencent à être très sensibles à leur alimentation, et de plus en plus de spécialistes, médecins, biologistes, pharmaciens, épidémiologistes nous disent attention, il faut changer d'hygiène alimentaire. Alors, c'est le bio, on en a parlé, c'est l'agroécologie, mais c'est aussi faites attention à ce que vous mangez en termes d'acidité, attention au sucre. Rapidement, Slim Rbej, puisqu'on parle de bio, il y a 30 ou 40 ans, on mangeait bio au Maroc. C'était accessible. Il nous faut combien d'années pour pouvoir consommer bio accessible au Maroc ? Je vais vous répondre à la marocaine, Inch'Allah, parce que je n'ai aucune idée. Ça dépend de la dynamique de la consommation. Je peux vous dire que dans les magasins bio que je connais bien, il y a 5-6 ans, il y avait quasiment 0% de produits bio marocains. Aujourd'hui, les moyennes, c'est 25%. Il commence à y avoir des ouvertures d'épiceries, fruits et légumes uniquement bio. Il commence à y avoir des restaurations et des snacks en bio et de produits sains. Donc nous sommes en train d'y aller. Il faut peut-être, comme vous le faites aujourd'hui, mettre les projecteurs en expliquant toute la problématique. Donc les journalistes, les animateurs, tous ceux qui sont concernés par... Tout le monde est concerné. Tout le monde est chacun fait sa part. Donc, juste pour rappeler, la COP22, elle se tiendra à Marrakech du 7 au 18 novembre. Chaîne Inter, bien évidemment, sera présente sur place, n'est-ce pas, Rizlan ? Oui, on sera sur place à partir du 7 à Marrakech pour la couverture de cet événement international, la COP22. Donc, dernière question, Slim Rbej, quel message voulez-vous faire passer à cette occasion ? Je parle bien sûr de la COP22. Prise de conscience. Projet avec financement des gens qui ont pris des initiatives et qui méritent aujourd'hui qu'on les soutienne. Et troisièmement, soutenez les gens qui ont fait des efforts. C'est tellement facile de dire c'est trop cher, c'est pas trop cher. Faites un effort. Même si vous ne consommez pas 100%, commencez à combiner. Maintenant, on commence à avoir des chiffres de Marocains qui consomment une fois par mois, une fois par semaine, une fois par jour. Introduisez ça. On pourrait faire autre chose, par exemple, au lieu d'acheter, par exemple, 2 kilos de pommes de terre et voir pourrir le tiers, aller acheter 1 kilo bio et le consommer entièrement. Alors, quand on paye cher l'alimentation, parce que ça aussi, c'est quelque chose qui m'a interpellé avec la question de votre auditeur. On ne le gaspille pas. Nous perdions, comment on va dire, nous dépensions moins de 10-15... Non, attendez. Nous dépensions 50% en alimentation il y a 50 ans, je vais y arriver. Aujourd'hui, nous dépensons moins de 20%. C'est pas normal. L'alimentation, c'est la vie. C'est la santé. C'est le bien-être. Et c'est le plaisir. Et c'était votre dernier mot ? C'est mon dernier mot. Merci Slim Rbej. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes Slim Rbej, coordonnateur du réseau Environnement, Santé et Alimentation au Maroc.